of the pandemic, we need solidarity and to overcome divisions. Osnaženi multilateralizam i saradnja su prijeka potreba u savladavanju nejednakosti koje je pandemija surovo istakla. La paix demeure le bien commun le plus essentiel dans ce monde. Un monde profondément marqué par les effets du Covid-19. Le coût de la pandémie a été bien élevé. On ne peut pas se permettre de payer maintenant le prix de ne pas en tirer les vraies leçons. Crisis, especially the most recent COVID-19 crisis, deepen the differences and gaps in our societies. Therefore, the gap which should be addressed first is the inclusion gap. Migrants lag behind non-migrant peers in terms of education, income, quality of employment, health and more. The poorest, most vulnerable, most marginalised were hit hardest. Human rights, specifically work-related rights, must be front and centre in our rebuilding policies. There are more challenges to be faced. Too many people live their daily lives against the backdrop of war. We call on all actors to invest in sustainable humanitarian action so that people do not become reliant on aid handouts. A paz deve ser encarada como conjunto de valores, atitudes e comportamentos que refletem o respeito à vida, ao ser humano e à sua dignidade, e ser disseminado e praticado por todos. And the gap I want to see addressed is the one relating to global food insecurity, which has left over 1 billion, that's right, 1 billion people on our planet with no food to put on the table. The world's biggest challenges can only be addressed in partnership, and that includes the world's 3 billion rural people. As a member of the international family, we believe that improving global governance is a collective responsibility. If one half of a population is undervalued and not given the opportunity to show their full potential, the whole community suffers. The more gender equal a society is, the more happy and healthy its people are, and also more peaceful and prosperous. La façon de combler ce déficit est de favoriser partout, à tous les niveaux, l'insertion des femmes dans la vie économique et politique. It is our task as leaders, scientists and activists not to stand on the sidelines of history, but to be progressive, to embrace and shape it by advocating for more equality and justice worldwide. It is, as you can see, a global and a multilingual call to action that we've just heard. And I think the idea that underpins it all and its many elements, the idea that a global crisis can be turned into something of an opportunity to change the way we deal with each other. It gives me great pleasure to introduce our first speaker today, not only because it is the first time that there is an official representation of the United States at this event, but because it happens to come in the shape of the Vice President of the United States, Her Excellence Kamala Harris. Thank you. Thank you, President Macron, for hosting this forum and for the warm welcome. Today, we stand together at the start of a new era in our world, inspired by the possibility of our shared future, united by the bold ambition of our shared ideals. And so it is an honor to be here today to join leaders from nations around the world in discussing one such ideal: equality. To reach this ideal, we must acknowledge that inequality has always existed in our world. The gaps between the rich and poor, men and women, the global North and South, have existed throughout our history. To be sure, there are moments in which these gaps have narrowed and moments in which they've widened. Most recently and throughout this pandemic, the gaps have undoubtedly become larger. Globally, extreme poverty is on the rise.
as is extreme wealth. The progress we have made on gender equality is under threat. Experts suggest it will now take decades longer for women to achieve parity with men. And with school closures worldwide, the struggle to ensure that every child has access to a quality education has become that much more difficult. By virtually every measure, the gaps have grown. As the leaders of today, we are being confronted with this challenge, which is immense in both size and scale. At times like this, there are some who see what is happening and accept it. They accept it as something that has always existed and always will. But there are others who see what is happening and ask, why? When I arrived in Paris, I visited the Institut Pasteur and reflected on the work of my mother. My mother, you see, had two goals in her life: to raise her two daughters and to end breast cancer. At the age of 19, my mother arrived in the United States from India to study science. Throughout her career as a breast cancer researcher, she collaborated with scientists worldwide, including right here in Paris at the Institut Pasteur. And you see, when you are a daughter of a scientist, science has a way of shaping how you think. My mother and her work taught me the power of a short and very important question. That question being, why? History is full of leaders. Leaders in science, in politics, in business, in the arts, in education. Leaders who refused to accept the status quo, who asked why, who took action, and because they did, they changed our world. Well, today, we face a dramatic rise in inequality, and we must rise to meet this moment. I believe that we as leaders must ask why this inequality persists. We all know that this is a pivotal moment in the history of our world. We are nearly 2 years into a global pandemic, 5 million lives lost, countless livelihoods have been lost. But the pandemic has also presented us with an opportunity. An opportunity because many in our world who perhaps did not see now clearly see the gaps. And the call for leaders to bridge the gaps is rightfully growing, more urgent and more insistent. In this moment, leaders must reckon with the magnitude of this challenge by asking, why is it that 1% of the world now owns 45% of the world's wealth? Why is it that 1 in 4 people in our world lack access to clean drinking water at home? Why is it that 1 in 3 women in the world experience sexual or physical violence during her lifetime? Why is it that only half of the world has access to the internet? Why have we allowed so many of the world's children to go hungry when we know that we produce enough food to feed the entire world? We cannot be aware of these gaps and simply resign ourselves to them. We cannot accept them by thinking simply, this is what has always been and what will always be. We must instead agree that these growing gaps are unacceptable, and we must agree to work together to bridge them. And here, I want to be clear. This
is not about charity. This is about our duty and what we owe to each other as human beings. This is also a strategic imperative. As I've said many times, our world is more interconnected and interdependent than ever before. A virus can spread globally in a matter of months. A hacker in one nation can shut down the critical infrastructure of another. Emissions anywhere can increase air pollution everywhere. In the 21st century, our fates are linked, as is our future. In the 21st century, our nations are interconnected, and our people are interconnected. And so, in the 21st century, addressing inequality is a strategic imperative for each of us, for our security and our health, our shared prosperity, and our collective future. All of which brings me back to this very moment. As we recover from this pandemic, from this crisis, we must challenge the status quo and build something better. As leaders of our world, we must rise to meet this moment, to get at the root of this challenge. We must look critically at the norms that are holding people back from achieving all that they can. To get at the root of this challenge, we must look critically at the long-standing systems and structures that are fractured and fissured. And we must fix them. First, by taking action at home, and second, by showing solidarity as a global community. For our part, the United States is committed to addressing our own systemic gaps. In fact, it has been a priority of our administration. Just before I traveled here, our Congress passed a landmark piece of legislation to make an historic investment in our nation's infrastructure. Another bill that will support our nation's workers and families and help us meet our climate commitment is poised to pass soon. Together, these bills are designed to lift people out of poverty, to put people to work in good jobs, and help bridge the gaps that persist in our nation. And as we make progress at home, we recognize our obligation to other nations around the world. To that end, we are doubling our climate funding for those nations hardest hit, pledging more than 1 billion vaccines worldwide, and sending development assistance to nations throughout the world. And we know there is more we can do and more we must do. But the fact remains, no single nation can take on inequality alone. A challenge this sizable and seismic demands that our world work together in solidarity. And we have seen what is possible when we do. Less than 2 weeks ago, our world joined together at the G20 summit in Italy, and there, leaders from nations that comprise 80% of global GDP agreed to the global minimum tax. This agreement will ensure that corporations, no matter how large, no matter how global, will no longer be able to avoid paying their fair share. And in so doing, it will give countries a greater ability to invest in their people. Now, to be sure, this is just one step, but it shows us what is possible when the world joins together. And we all remember when the world joined together to issue a universal Declaration on Human Rights. We saw what is possible when the world joined together to launch the International Space Station
we saw what is possible. When the world together eradicated smallpox, we saw what is possible. And I believe that in this pivotal moment, if we join together, there is no challenge that is too big for us to take on. So I will conclude with this. When we acknowledge what is happening in our world, what is actually happening in our world, and then ask ourselves why, we open ourselves up to the possibility that the future can be different, that the future can be better. And in that way, this question is a key to any progress, and it is critical to our shared future. So I challenge all of us here today, government leaders, business leaders, community leaders, let's continue to ask why, and then let's take action. There is the power of the people, and there are the people who are in power. And it will take all of us to meet this challenge. So as we go forward from this place, let us not be burdened by what has been. Let us focus on what can be. And let us realize a better future together. Thank you. Madam Vice President, thank you so much for those words full of hope and also that idea that perhaps humanity was sick before in a sort of unacknowledged way, a sickness of fatalism perhaps that we can now choose to shed. Thank you very much indeed. It is my great honor now to introduce our next speaker, the President of Nigeria, His Excellency Muhammadu Buhari. Your Excellency Emmanuel Macron, President of France, Your Excellencies, Heads of State and Government, Your Excellency Sheikh Hasina, Prime Minister of Bangladesh, Your Excellency Kamala Harris, Vice President of the United States of America, Mr. Pascal Lamy, President of Paris Peace Forum, distinguished ladies and gentlemen. I thank President of the Paris Peace Forum, Mr. Pascal Lamy, for the invitation to share my thoughts on the importance of coordination among all actors in the fight against coronavirus pandemic. The coordination has to be total, and the objective has to be same, to deliver vaccines to the world. The state of vaccine delivery across the world leaves much to be desired. We have a situation where some countries are giving booster third doses for their citizens, when millions across the world, especially in the developing world, are yet to receive a single dose. Let us compare vaccination rates to give you an idea of the dimension of the problem. According to recent data, as of 4th November 2021, 91.3 doses of vaccine had been given for every 100 persons across the world. On the same date, however, only 14.7 doses of vaccine per 100 persons
has been administered in Africa, a clear case of lopsidedness. According to Bloomberg, countries with the highest incomes are getting vaccinated 10 times faster than those with the lowest income. As of 5th November 2021, Africa had fully vaccinated 70 million persons, amounting to just 6% of the continent's population. By comparison, 60% of the European Union population had been fully vaccinated by September 2021. This massive gap between vaccine requirements in Africa and vaccine availability is undermining the fight against coronavirus pandemic in the continent. Even if Africa were to receive the 600 million doses of vaccine expected to be delivered to the continent by end of 2021, under the COVAX arrangement, there will still be a considerable shortfall when compared to the population of the continent, which currently stands at 1.383 billion. According to the World Health Organization, even the planned COVAX deliveries to Africa have been cut by 25% due to supply shortages and export bans. This is a major setback for Africa, where it is estimated that coronavirus vaccine deliveries have to increase from around 20 million doses a month to an average of 150 million doses a month if the target of fully vaccinating 70% of its population by September 2022 is to be achieved. So what needs to be done to plug the gap? How can vaccine availability in Africa be boosted? Who needs to do what? Export restrictions that encourage needless hoarding of vaccines need to be lifted. We welcome the pledges by industrialized countries to share vaccines, but they should be fulfilled in a timely manner. We thank countries such as France that have donated vaccines to developing countries. Resolving supply chain constraints will require better coordination within the manufacturing process and between manufacturers and end users. There is a clear need for the expansion of vaccine production capacity in Africa. In this regard, African countries already have a roadmap. The pharmaceutical manufacturing plan for Africa, developed in 2007 by the New Partnership for Africa's Development on the basis of an African Union Summit decision taken in 2005. Licensing agreements should be reached with pharmaceutical companies for the transfer of intellectual property and technology to support the production of vaccines in Africa. If global vaccination is the only way to end the coronavirus pandemic, then all stakeholders must act in coordinated manner to plug the vaccine gap in Africa. I thank you for your attention. President Buhari, thank you so much for those words, and that go to the heart of so much of what we're talking about today, that vaccine inequity that we've seen represented so much, and of course is one of the first issues that needed to be solved and that helped alert the world to how much more needed to be done. It is my great honor now to introduce you to our next speaker for this official ceremony, who is the Prime Minister of Bangladesh, Her Excellency Sheikh Hasina. Please.
Excellency President Emmanuel Macron, Vice President Kamala Harris, heads of governments, heads of states and governments and excellencies, Mr. Pascal Lamy, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good evening to you all. I thank President Emmanuel Macron for inviting me to the Paris Peace Forum this year. We join the France government and people in remembering the fallen and the brave of the First World War. I speak here for peace-loving people of Bangladesh. 50 years ago, Bangladesh was born of a genocidal war that cost 3 million lives. Our people have learned to value peace as the deepest aspiration of all human beings. My father, our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, placed peace at the center of our foreign policy. He showed us the way to reach out to the world in friendship. He knew that malice and hostility served no purpose in international relations. At the UN General Assembly in 1974, Bangabandhu Sheikh Mujib talked about his vision for building peaceful, just, and inclusive societies around the world. He said, and I quote, "Our total commitment to peace is born of the realization that only an environment of peace would enable us to enjoy the hard-earned fruits of our national independence and to mobilize and concentrate all our energies and resources in combating the scourges of poverty, hunger, disease, illiteracy, and unemployment," unquote. In other words, he was talking about global inequalities and injustices as real threats to international peace. In Bangladesh, we have made significant progress in our fight against those scourges. We had a narrow resource base compared to our peers, but our homegrown inclusive development model gave us better and faster results for most social indicators. This was no miracle. We identified the gaps, paid attention to them, and kept working at them one by one. This year, the UN declared us qualified to exceed the least developed country grouping. We aim to achieve the Sustainable Development Goals by 2030. We have a vision to be a knowledge-driven, prosperous economy by 2041. We have got some more miles to go. The COVID-19 pandemic has exposed the fault lines running deep within the international health and financial systems. It has once again laid bare the gaps between the haves and have-nots. We must mine and close those gaps. We have no option but to secure vaccines for millions of people without access to them. We must keep raising our climate ambitions to save people's lives, homes, and livelihoods. We need to find answers
for the hundreds and thousands of migrants stuck in international borders. We must end discriminations based on race, color, and ethnicity. We must allow our women and girls to break all glass ceilings. We need to create decent work opportunities for all. We must match our words with our deeds and resources. A rules-based multilateral order must be fair and meaningful for all our people. Our world is still ridden with too many conflicts. Following the pandemic, there needs to be a surge in international peace diplomacy. We have a shared responsibility to seek just and lasting solutions to old and new conflicts. Bangladesh believes that peace around the world is the best guarantee for our national security. We avoid the path of conflicts and seek pacific settlement of dispute. We have resolved land and maritime boundary issues with our neighbors through dialogue and lawful means. We do not allow our land to be used for harmful activities against any other countries, means our neighbors. In 1997, we ended an armed conflict in our Chittagong Hill tracts through a historic peace accord. Because they are our nation, we discuss with them and then we establish peace in that area. And all the arms cadres surrendered their arms to me. 1,800 cadres directly surrendered me their arms. We vowed a zero-tolerance approach to all forms of terrorism. We keep investing at the community level to contain their spread. For many years now, Bangladesh ranks top among the troop and police contributing countries to UN peacekeeping operations. We hold on to our faith in the Middle East peace process in support of Palestinian cause. Our advocacy for a culture of peace for 22 years is our counter-narrative to war. I keep calling for resources used for the global arms race to be channeled to sustainable development. All money should use for our future generation, for our children, for their education, healthcare, home, and livelihood. In August 2017, Bangladesh helped avoid a major regional crisis by giving temporary shelter to Myanmar's forcibly displaced people, the Rohingya. More than 1 million of them continue to face an uncertain future. The world must act seriously to make sure that those people can go back to Myanmar soon. Otherwise, security risks from the crisis will not just remain confined within our borders. We already see signs of that. The Indo-Pacific region must be an area of peace and prosperity for all. Our vision for the region is to have it free, open, peaceful, secure, and inclusive.
The major actors in the region should learn from the past and work responsibly in the present to ensure a sustainable future. Bangladesh wishes to engage with all our partners on the basis of mutual respect and understanding. As a permanent member of UN Security Council, France is uniquely placed to promote international peace and security. I am pleased that during my visit this time, we have decided on enhanced partnership with France. Our shared values of fundamental rights and freedoms will remain the basis of our common pursuit of peace. The world we call our home need not remain divided between the North and the South. As citizens of one planet, we must champion our unity by celebrating our empathy, humanity, and diversity. I thank you all. Thank you very much. Excellency Sheikh Hasina, the Prime Minister of Bangladesh, thank you very much. And for those important words, also highlighting the fact that it isn't so much about reinventing the wheel, but looking at those examples in history, particular places, particular times, when in the face of devastation, people have identified the gaps and come together. It gives me great pleasure to introduce the President of France, Emmanuel Macron, as our next speaker. Majesté, Altesse royale, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, merci à Mouhamadou Bouhari, à Madame la Première ministre Sheikh Hasina et à Madame la Vice-présidente Kamala Harris de s'être exprimée à l'instant, mais merci à tous les chefs d'État et de gouvernement ici présents d'être là. Et je le dis avec beaucoup de sincérité parce que plusieurs d'entre vous venaient de régions connaissant aujourd'hui de très grandes difficultés, qu'elles soient aux confins du continent européen, au Sahel, au nord de l'Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, et vous êtes là, montrant que ce dialogue se poursuit et est indispensable. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants d'organisations non gouvernementales, chefs d'entreprise et entrepreneurs du bien commun, Mesdames et Messieurs les organisateurs du Forum de Paris pour la paix, Monsieur le Président, cher Pascal, cher Justin, chers amis, je suis très heureux, je vous le disais, de votre présence et de ce qui vient d'être dit par les uns et les autres, chacun avec son regard, avec l'expérience de son pays, de ses valeurs. Et je crois que c'est dans ce dialogue que peut justement se nourrir une action utile. Le Forum de Paris pour la paix, Trisha le rappelait tout à l'heure, est né le 11 novembre 2018, le jour du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. En quelque sorte, avec cette volonté de tenir la promesse à leur fête, plus jamais cela. Et à un moment même où nous vivions collectivement une crise inédite du multilatéralisme. Des accords juste signés étaient remis en cause, les organisations multilatérales voyaient certains de leurs membres éminents s'éloigner, et donc nous avons collectivement essayé de bâtir de nouvelles méthodes, chercher de nouveaux acteurs, bâtir un nouveau destin collectif en étant plus efficaces ensemble. Et grâce à vous toutes et tous, nous avons tenu durant ces années. Et je dois dire, Madame la Vice-présidente, que de savoir les États-Unis d'Amérique revenant pleinement dans le club du multilatéralisme fut pour nous tous une formidable nouvelle. Et donc merci pour cela. Parce que je crois que c'est la place, la vocation des États-Unis d'Amérique, et parce que je pense que pour nous tous, c'est aussi la condition d'une action utile. Néanmoins, les enjeux demeurent. Parfois plus inquiétant encore aujourd'hui qu'hier.
Et il requiert de poursuivre sur le chemin que nous avons essayé de tracer pour tenter d'être plus efficaces et d'avoir des résultats. Je crois comme vous au multilatéralisme, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais je crois au multilatéralisme efficace. Et je crois que la difficulté de la période que nous vivons est double. C'est que ce multilatéralisme a parfois été trahi par certains qui en avaient été les promoteurs et il a été fragilisé. Et il faut que nous lui redonnions tous ensemble plus de force, de légitimité. Et dans le même temps, nous nous sommes collectivement habitués à une forme d'inefficacité. Et je crois que c'est d'ailleurs le drame de beaucoup de démocraties. Expliquez-moi votre problème, je vous expliquerai comment je ne peux pas totalement y répondre, en tout cas dans un temps qui est humainement utile pour vous. Et les crises se multipliant, c'est la légitimité même de nos réponses qui s'en trouve attaquée. Et donc redonner une force au multilatéralisme efficace, c'est, je crois, bâtir des réponses concrètes avec de nouveaux acteurs, de nouvelles méthodes, de nouvelles formes de coalition et se donner des rendez-vous réguliers pour voir où nous en sommes. C'est une méthode de coopération, une méthode qui associe les États, les entreprises, les organisations intergouvernementales, les structures régionales, ici présentes également, les ONG, les académiques, les activistes, pour bâtir des coalitions d'acteurs, comme la COP cherche à le faire sur le climat, comme nous l'avons fait avec le One Planet Summit, et comme tous les porteurs de projets qui sont ici présents le font pour des actions éminemment importantes pour lutter contre nos grands défis. Je tiens à les en remercier. Alors, je voudrais simplement me borner dans ce propos à rendre compte de ce qui a été fait sur les engagements pris il y a un an, ici même. Il y a un an, nous avions essayé de définir ce qu'on avait appelé ce consensus nouveau international, ce consensus de Paris, faisant écho à un consensus de plusieurs décennies qui avait structuré un capitalisme financiarisé sur la planète et qui avait mis en place des doctrines qui avaient été utiles pour lutter et sortir une partie d'ailleurs du continent de la pauvreté, mais dont nous voyions alors les limites. Ce consensus que nous avions bâti, nous nous avions collectivement donné quelques objectifs. Le premier, aller au bout de la réponse universelle à la pandémie. Vous y êtes toutes et tous revenus. Et, Président Boari, vous avez décidé de vous exprimer principalement sur ce point. L'année dernière, à la même époque, nous pensions avoir un vaccin. Il était peut-être en train d'arriver. Et nous avions d'ores et déjà construit une action internationale avec l'accélérateur ACTA et l'initiative rappelée tout à l'heure, nous l'avons vu par le directeur général de l'OMS, cher Tedros, pour lutter contre la pandémie. Depuis un an, beaucoup de choses ont été faites dans tous les pays développés pour vacciner le maximum de la population, mais en un an aussi, nous avons su convaincre collectivement les pays riches de partager leurs vaccins, et nous avons largement dépassé le milliard de doses initialement promises par le G7. La clé est maintenant d'aller jusqu'au bout sur le terrain. Vous avez rappelé des chiffres importants, Madame la Vice-Présidente, et je vous en remercie. Au moment où je vous parle, la France a pu confirmer hier 2 millions de doses nouvelles via COVAX pour le Bangladesh à Madame la Première ministre. Mais aujourd'hui, d'ores et déjà, les Françaises et les Français ont chacun livré une dose de vaccin au reste du monde. Et nous aurons, au premier trimestre de l'année prochaine, livré une deuxième dose. Ce qui veut dire que nous aurons dépassé l'objectif de 120 millions de doses données. Néanmoins, ces engagements du G7, du G20 ne sont pas suffisants. Vous avez rappelé les chiffres avec beaucoup de cruauté. On vaccine 10 fois moins vite sur le continent africain, dans le Pacifique, dans les Caraïbes, dans certaines régions d'Asie. Il nous faut donc aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Premièrement, en accélérant les dons de doses. Pas forcément les milliards qui viendront dans 1 an, 2 ans, 5 ans, les dons de doses. Deuxièmement, nous devons renforcer la transparence sur ces dons de doses, sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé, et pour que tout le monde sache qui donne et où les choses vont. Troisième point, nous devons renforcer les systèmes de santé dans les pays les plus fragiles, en accroissant le partenariat avec l'UNICEF, qui est celui qui permet justement d'accélérer la vaccination sur le terrain. Et nous devons aussi collectivement réussir à bâtir une aide
renforcée à l'égard des systèmes de soins primaires. Nous y travaillons, et je remercie le président Michel d'être là avec plusieurs chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Nous y travaillons en vue du sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne qui se tiendra en février prochain à Bruxelles et qui sera un moment important de la concrétisation de cette solidarité. Mais nous devons, et vous l'avez rappelé aussi, accélérer la production des moyens de lutte contre les pandémies sur tous les continents. Et c'est pourquoi la priorité est aussi de pouvoir produire des vaccins dans les pays en voie de développement à revenus intermédiaires et parfois les pays les plus pauvres. Au Sénégal, en Afrique du Sud, au Rwanda, des transferts de technologies nécessaires ont déjà été actés pour permettre l'augmentation des capacités de production. La Côte d'Ivoire est en train d'y travailler et je sais que dans les prochaines semaines, nous aurons aussi un résultat sur ce volet. Mais sur ces sujets, nous ne pouvons accepter une situation, je veux ici vous rappeler les chiffres, où le continent africain représente 20% des besoins de vaccins, quelles que soient les épidémies, et a une capacité de production de 2%. Il est en quelque sorte, à chaque crise, la victime de restrictions, de priorités nationales ou régionales mises par d'autres régions du globe. Et donc il nous faut, dans la durée, contre ce virus, mais au-delà, contre les autres virus pour lesquels il existe de la vaccination, poursuivre ces transferts de technologie et ces capacités de production. Et nous devons tous adopter un cadre de conduite clair pour tirer les leçons de la pandémie. Nous en avons discuté dans le cadre du G20. Lever les restrictions aux exportations qui nous ont tant bloqués au cœur de la crise. Améliorer la transparence sur les contrats d'approvisionnement en obtenant un accord à l'OMC pour que le partage de la propriété intellectuelle ne soit plus une entrave à l'accès équitable. Et bâtir un mécanisme solide de prévision et d'alerte précoce des crises sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé. Chacun doit pour cela prendre ses responsabilités, mais si beaucoup a été fait depuis un an pour lutter contre la pandémie, nous voyons tout ce qu'il nous reste à faire. Et je citais là beaucoup le continent africain. Dans le Pacifique, les mêmes situations étaient connues. Nos amis des Balkans qui sont ici présents ont aussi tant souffert de voir leur pays privé de doses au moment où leurs voisins à quelques kilomètres, parce qu'ils étaient dans l'Union européenne, pouvaient en bénéficier. Je crois que nous avons tous des leçons à tirer de ce qu'est la véritable solidarité et des perspectives que nous voulons leur offrir. Le deuxième engagement que nous avions pris, c'est de réduire les inégalités aggravées par la pandémie, mais qui existent au sein de nos pays et entre nos pays. Vous l'avez rappelé avec beaucoup d'éloquence, Madame la Vice-Présidente, vous l'avez dit aussi, Madame la Première Ministre. C'est un chantier immense et c'est celui qui fragilise notre organisation internationale comme nos sociétés occidentales. Là aussi, en un an à peine, nous avons, je veux ici le rappeler, beaucoup avancé sur des sujets qui paraissaient, il y a un an, impossibles. Il y a un an, ici même, nous lancions le projet d'émettre des droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international pour permettre justement un accompagnement de la sortie de crise. Grâce à l'engagement de la directrice générale du FMI, 650 milliards de droits de tirage spéciaux étaient décidés. C'était il y a un an, jour pour jour. Nous appelions de nos vœux une solidarité accrue. Au mois de mai dernier, beaucoup des chefs d'État et de gouvernement africains ici présents étaient là, avec d'autres amis. Et nous avons acté la nécessité de réallouer une partie de ces droits de tirage spéciaux des pays les plus riches vers les pays à revenus intermédiaires et les pays en voie de développement, pour pouvoir justement accompagner ce qui est aujourd'hui avant tout une crise économique et sociale liée à la pandémie. La part de l'Afrique sur ces 650 milliards était de 33 milliards. Nous avons donc porté ces initiatives et acté en G20 la réallocation de 100 milliards de droits de tirage spéciaux, ce qui est le minimum que nous pouvons et devons faire. C'est celui qui couvre un quart des besoins du continent africain, un tiers, pardon, des besoins du continent africain sur la période 2021-2025, tel que chiffré par la Banque mondiale. Mais c'est un pas qui était apparemment impossible il y a un an. Nous l'avons fait et acté. La France a décidé de réallouer 20% de ces titres. Plusieurs pays nous ont suivis. Et c'est ce qui nous permet de tenir cet engagement des 100 milliards
nous devons continuer de travailler ensemble, et quelles que soient les techniques adoptées par les pays, vente de stocks d'or, réallocation de leurs droits de tirage, ce chiffre, au minimum, sera tenu. La mobilisation des moyens inédits pour la solidarité internationale, c'est une avancée tangible vers une mondialisation plus juste. Et c'est ce même esprit, cette même volonté qui nous a permis une deuxième grande avancée, que vous avez rappelée, et qui était là aussi impossible à imaginer il y a un an. Une taxation des profits des multinationales, et notamment des plateformes du numérique, au bénéfice de nos concitoyens de tout pays. Cette taxation minimale qui a été endossée en G20 à Rome est une avancée majeure pour l'égalité mondiale. Pour autant, il nous reste là aussi de nombreux chantiers. Je ne pourrai pas tous les citer, mais nous savons qu'il nous faut aller plus loin sur la mobilisation des droits de tirage spéciaux. Nous savons qu'il nous faut aller plus loin pour financer la facilité RST. Nous savons qu'il nous faut aller plus loin aussi en matière d'éducation. Et je ne veux pas ici oublier ce combat, vous l'avez rappelé. La crise a privé d'école pendant des mois 1,5 milliard de jeunes garçons et de jeunes filles. Et l'UNESCO a chiffré les besoins de sortie de crise. Au moins 11 millions de jeunes filles ne retrouveraient pas l'école, principalement sur le continent africain. Nous devons nous battre pour investir davantage dans l'éducation qui est une cause mondiale, à l'UNESCO, à l'Organisation internationale de la francophonie, de manière bilatérale, avec les organisations régionales, pour répondre à ce qui est cette inégalité de demain que nous subirons. La pandémie, le terrorisme ont pour victimes nos enfants. Et mes amis du Sahel qui sont ici présents le savent. Eux qui, dans leur pays, subissent chaque jour des fermetures d'écoles à cause de cette politique de terreur. Nous avons aussi, sur le plan de la lutte contre les inégalités, à continuer à nous battre sur le sujet qui devient de plus en plus central de la démographie mondiale. Ce sujet dont les migrations ne sont qu'une conséquence doit nous conduire à réaménager nos financements, notre pensée même de notre organisation internationale. Nous ne pourrons durablement avoir un Nord qui vieillit de plus en plus en bonne santé et un Sud qui fait de plus en plus d'enfants avec si peu de perspectives. Tout cela ne créera que tension si nous ne savons pas mettre au cœur de nos politiques de développement, de nos investissements, la question démographique et les inégalités qu'elle crée. Le troisième axe que nous nous étions donné l'année dernière pour redéfinir ce consensus, c'est évidemment nos engagements pour le climat et la biodiversité. Là non plus, les mots ne suffisent plus. Et les jeunesses de tous nos pays nous appellent à faire plus. Demain, la COP26 se conclura. Et il ne reste que quelques heures. Alors je ne serai pas de ceux qui crient victoire trop tôt, parce que nous n'y sommes pas encore. Mais je ne suis pas non plus de ceux qui veulent battre en retraite trop vite. Et je pense qu'on décourage tout le monde à dire à chaque fois qu'on est face à un échec ou qu'il n'y a plus que des mots. Ça n'est pas vrai, ça n'est plus vrai. Mais il y a toujours et encore plus d'engagement, d'efficacité, d'action à prendre. Et je veux ici adresser mon entier soutien aux négociateurs à Glasgow pour la dernière ligne droite. Une fois la COP terminée, nous ferons le bilan par rapport aux deux critères qui comptent. Notre capacité collective à éviter le réchauffement climatique, au-delà d'1,5 degré d'ici la fin du siècle, et notre capacité collective à tenir nos promesses en matière de justice climatique, les fameux 100 milliards de dollars pour aider les pays en voie de développement à revenus intermédiaires et les plus pauvres. Mais d'ores et déjà, regardons ce qui a été possible et ce qui a été fait ces derniers mois, grâce à l'engagement de tous ici présents. Le G20 a pris il y a quelques jours l'engagement historique d'arrêter d'ici la fin de l'année tout financement international de centrales à charbon. C'est une révolution qui est la succession de décisions structurantes du Japon et de la Corée du Sud au printemps dernier, puis de la Chine. L'engagement sur le méthane qui a été pris à la COP
pourrait, s'il est pleinement appliqué, réduire le réchauffement de 0,2 degrés Celsius. Nous avançons sur la prise en compte des liens entre la préservation du climat et la protection des écosystèmes, comme nous l'avons fait sur les forêts tropicales, comme nous continuerons de le faire au travers de nos actions sur les océans, avec le sommet de février prochain, et sur la Grande Muraille Verte, cher président Issoufou, sur laquelle plusieurs d'entre nous sommes profondément engagés. Nous avons, durant cette dernière année, réussi à resynchroniser progressivement nos agendas entre la lutte contre le réchauffement et le dérèglement climatique et la lutte pour la biodiversité. Combat indispensable. Ces derniers jours ont aussi été marqués par une annonce sino-américaine importante, qui, je l'espère, marque le début d'avancées qui viendront. Je le rappelais à la tribune de Glasgow il y a quelques jours. Si les deux principales puissances ne se mettent pas d'accord, nous n'arriverons pas à gagner ce combat. Et je salue la discussion à venir entre le président Xi Jinping et le président Biden, et l'accord qui a d'ores et déjà marqué une avancée à ce point. Nous savons ce qu'il nous reste à faire. 1,5 degré, pas plus, à la fin du siècle. La neutralité carbone en 2050. Des stratégies nationales revues et rehaussées pour 2030 pour tenir ces objectifs. L'Union européenne a pris ses engagements et les tiendra. Et nous aurons dans les prochains mois, avec le Green Deal, à acter les mécanismes, les financements, avec le président Michel, la présidente von der Leyen et l'ensemble des collègues ici présents. Ce sont des révolutions majeures. Mais nous devons continuer d'aider chaque pays à transformer en ce sens son économie. Et à cet égard, l'Afrique du Sud a montré un chemin possible, avec un appui technique et financier de plusieurs d'entre nous, de plusieurs organisations internationales. Elle a acté une stratégie de sortie du charbon par le nucléaire et les renouvelables, permettant véritablement d'aller vers une décarbonation de son économie. Ce qui montre que pour les grands émergents, cette stratégie est aussi possible. Et c'est ouvrir la voie à ce qui paraissait jusqu'alors si peu crédible pour certains. Il nous reste pour autant des combats à mener, parfois dans les toutes prochaines heures et les prochains jours. Nous devons aller au bout du combat pour le financement climatique et la finance juste. Les 100 milliards de dollars par an ne sont pas une option. Le rapport rendu il y a quelques semaines montre que nous serons au rendez-vous sur la période 2020-2025, avec 100 milliards par an, mais nous avons un retard pour les quelques mois qui viennent. Je sais tous les efforts qui sont faits par votre administration, par vous-même et le président Biden, pour obtenir une majorité vous permettant de rattraper en quelque sorte le retard des dernières années, et merci de cela. Je pense que nous devons acter de continuer à innover là aussi, et s'il manquait quelques milliards pour 2021 et 2022, de continuer l'innovation financière avec le Fonds monétaire international et de les mobiliser par des mécanismes supplémentaires à ce que j'évoquais tout à l'heure, des ventes d'or, des réallocations de droits de tirage à nouveau. Nous n'avons pas le droit d'attendre et de laisser attendre les pays les plus pauvres. L'Europe, avec 27 milliards de dollars de finances climat chaque année, fait sa juste part, la France en son sein aussi. Enfin, sur le climat, il nous faut poursuivre sur les mécanismes de transparence et de responsabilité. Je me félicite que nous ayons pu, lors de cette COP, finaliser ce que nous avions lancé là aussi il y a 1 an pour continuer de faire le suivi de nos travaux communs. Un mécanisme de responsabilité supervisé par l'OCDE, Monsieur le Secrétaire général. Le mécanisme IPAC va permettre à l'OCDE d'évaluer chaque année les stratégies climatiques menées par les États et de voir si les actions sont au rendez-vous des engagements. C'est un mécanisme de responsabilité indispensable pour notre crédibilité à l'égard de nos concitoyens et du reste du monde. Il nous faut poursuivre sur cette voie et avoir un mécanisme de traçabilité et de lisibilité sur la bonne affectation des 100 milliards de dollars sur la finance climatique, de savoir qui paye, quand et où va l'argent. Car aujourd'hui, comme je le rappelais, une part non négligeable de ces 100 milliards par an va vers quelques grands émergents, mais trop peu vers certains pays à revenus intermédiaires ou pays pauvres. Nous avons donc encore des engagements à tenir. Nous aurons, dans les mois qui viennent,
sur ces mécanismes de responsabilité un travail essentiel et nous aurons à poursuivre notre agenda en matière de biodiversité avec le One Ocean Summit à Brest, avec les initiatives que nous poursuivrons sur la Grande Muraille Verte lors du sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne. Enfin, le dernier grand défi que nous avions en quelque sorte porté tous ensemble, c'est ce combat universel pour les droits et les libertés, pour nos valeurs fondamentales, les valeurs de nos démocraties face aux périls qui les menacent. C'était le 4e grand engagement pris l'année dernière pour ce nouveau consensus. Il n'est pas vrai que le combat pour les droits de l'homme serait relatif à telle ou telle culture ou tel ensemble géographique. Et je veux ici le redire avec beaucoup de force. Les principes dont nous parlons, la dignité des femmes, l'égalité entre les femmes et les hommes, la liberté d'expression, la liberté de culte, la lutte contre toutes les formes de xénophobie, de racisme, d'antisémitisme, ne sont pas des valeurs relatives ou régionales. Elles sont universelles. C'est le fruit de nos combats existentiels durant le XXe siècle. C'est parce que certains avaient accepté des discours de faiblesse, expliquant qu'on pouvait y renoncer, que nous avons connu le pire. Nous n'avons pas le droit de répéter cela. Et donc, nos droits, les nôtres, où que nous soyons, régressent à chaque fois que nous détournons le regard et que nous cessons de nous battre pour eux. Se battre pour les droits de l'homme, c'est se battre pour les droits des femmes partout, comme nous l'avons fait, ensemble, au Forum Génération Égalité. Et je veux remercier tous les acteurs de ce forum, certains étant ici présents, au travers d'engagements concrets qui ont été pris. Des financements massifs pour l'égalité femmes-hommes qui ont été annoncés lors de ce forum. 40 milliards d'engagements nouveaux sur l'autonomisation des femmes. Des engagements pour l'éducation des filles, les droits de santé sexuelle et reproductifs, la lutte contre les violences et le soutien aux combattantes de la liberté. Nous n'oublions aucune d'elles. Et chacun de ces combats est existentiel pour nous. Cela, nous l'avons fait ensemble. Ce sont ces combats que nous continuerons aussi à porter en suivant la situation en Afghanistan et ailleurs. Car ce qu'il s'y passe, ce qu'il s'y joue, est essentiel pour nous. Se battre pour les droits de l'homme, c'est aider concrètement les pays qui sont en première ligne, en Afrique ou en Asie, pour accueillir les réfugiés qui fuient la guerre et les persécutions. La première ministre du Bangladesh le sait, pour faire face chaque jour à la tragédie des Rohingyas. Mais plusieurs d'entre vous le savez ô combien, qui vivaient avec des populations déplacées, avec des réfugiés. Et les crises terroristes, les conséquences de la pandémie, les conséquences des drames climatiques que toutes les régions du globe sont en train de vivre, font que notre planète, aujourd'hui, vit l'une des heures les plus terribles. Celle précisément où nos droits sont bafoués chaque jour, parce que des centaines de millions de nos compatriotes, de citoyens du monde, vivent déplacés, réfugiés, privés de leurs droits et dans la détresse la plus absolue. Je veux ici remercier toutes les associations qui se battent et les combattants de l'humanitaire. Nous leur devons protection et nous aurons l'occasion en début d'année prochaine avec le ministre, dans le cadre de la présidence française, un sommet justement, une fois encore, pour nos humanitaires. Je veux ici les en remercier solennellement. Ils se battent, plusieurs d'entre vous se battent, plusieurs organisations internationales, la Croix-Rouge internationale tout particulièrement, et merci de ce combat mené partout à travers le globe. Nous devons continuer l'action humanitaire, nos engagements financiers.